Alors, nous allons maintenant pouvoir accueillir de nouveaux invités pour une nouvelle table ronde. Ils vont pouvoir s'afficher, vous allez voir, sur l'écran, mais je vais quand même les appeler. Au cas où je ferai une erreur, je pourrais m'appuyer sur la diapo. Je demande à Frédéric Lose, médiateur de la police nationale, de bien vouloir venir. On peut l'applaudir. Je vais demander à Michel Astruc, qui est médiateur de GDF Suez, de venir. Merci. Donc, Alexandre Gabriel, tu peux nous rejoindre parce que tu as été dans la commission que présidait Madame Zarine, qui était la commission de la médiation et de la consommation, et où tu as représenté ta propre structure, la structure de distribution d'eau. Et tu sais parfaitement où en est cette commission, et ça me semblait être intéressant aussi qu'on puisse faire un point d'actualité sur cette commission. Merci. Alors, ce qui était toujours intéressant, c'est de faire appel à des personnes qui ne sont pas forcément membres de la CPMN, mais quand il y a la double casquette, pourquoi pas, hein. Donc, effectivement, Alexandre Gabriel est membre de la Chambre, mais également, il a fait partie de cette commission nationale de la médiation et de la consommation. Et donc, Jean-Louis Lascou, parce que tu n'as pas dit que j'étais là. J'allais te présenter maintenant, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas. Présente-moi. Donc, monsieur Jean-Louis Lascou. Merci. Vice-président de la CPMN. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Vice-président, monsieur le président, je vous remercie. Je vous en prie. Bienvenue. C'est vrai que... Merci, je te remercie. Ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à ça comme ça. Il va falloir commencer à y s'habituer. Voilà. Il va falloir que je change mes cartes de visite. Je te file la mienne. C'est vrai. Un coup de blanc sur le nom, ça devrait faire. Voilà. Bon, merci beaucoup à chacun d'être venu. Donc je pense qu'on a prévu un petit plan d'échange. Oui. Hein. Le mieux, c'est de respecter le plan, je crois. Je pense. Oui, vas-y, commence. Alors, l'idée, c'est de poursuivre les réflexions qui ont été entamées ce matin dans la première table ronde. Vous avez pu observer que des approches assez finalement différentes de la résolution du conflit et notamment de la pratique de la médiation ont pu être présentées. Alors pas seulement de la pratique d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une notion qui a émergé pendant le débat de ce matin qui est intéressante, qui est assez ancienne dans le domaine de la résolution du conflit, celle de l'alternative. Hein, avec, y compris, c'est devenu, c'est dans l'acronyme des modes alternatifs de résolution des conflits. Et c'est toujours intéressant de se poser la question de comment on perçoit cette alternative. Ce matin, même si le président du tribunal a tenu à préciser que pour lui, évidemment, la médiation n'était pas une alternative bon marché à une justice qui ne parviendrait pas à réaliser les objectifs que le pays lui assigne. Il n'empêche que dans l'esprit de beaucoup de personnes, la médiation continue à être considérée justement comme une alternative, une sorte de justice palliative, une espèce de justice moins chère, faite par des bénévoles, hein, et une notion évidemment qui s'oppose à la professionnalisation que nous prenons et que nous mettons en œuvre. Mais il y a aussi cette notion d'alternative, elle intervient aussi dans cette idée où s'opposerait l'approche judiciaire d'un côté, et puis une approche au contraire qui est une approche où les parties vont pouvoir contribuer, et même largement ou complètement être les actrices de la décision. Donc voilà, pour faire le lien avec le débat de ce matin, puis ça permet à nos invités de pouvoir resituer les échanges qu'on va avoir maintenant, puisque on va poursuivre maintenant cet échange autour de finalement la pratique de la médiation, autour de cette idée que dans les différentes pratiques qui peuvent exister, vous êtes des médiateurs qui intervenez dans des contextes très différents, les uns et les autres, enfin très différents. Pour deux d'entre vous, ça peut se rapprocher, puisqu'on est plus dans des médiations qui sont dans le domaine de la consommation, hein, de la relation à l'usager. C'est un peu différent, évidemment, pour Frédéric Lose, qui est plus dans ce qu'on pourrait appeler la médiation RH, hein, donc dans la résolution des conflits en interne entre les acteurs de l'organisation. Et là, le débat auquel on vous invite, c'est celui où on va essayer avec vous de voir comment ces différentes pratiques de la médiation articulent le rapport entre, si on faisait une ligne,
le rapport entre, à l'une des extrémités de cette ligne, je dirais la recherche de conformité, hein, qui pourrait être dans son expression maximale celle que met en œuvre finalement la démarche judiciaire, hein, conformité à la loi, conformité à la jurisprudence, conformité à des barèmes, conformité à des expertises, conformité à que sais-je. Hein, on serait comme ça dans cette extrémité de la ligne, et puis de l'autre côté, il y aurait au contraire une pratique qui serait une pratique qui passerait par la libre décision, c'est-à-dire par ou le rétablissement ou l'établissement de la capacité des personnes à décider librement. Donc il y aurait comme ça une sorte de continuum. Et ce qu'on voulait aborder avec vous, c'était comment les uns et les autres vous vous positionnez sur cette ligne, en quelque sorte, et comment vous articulez ce paradoxe qu'il peut y avoir entre, d'un côté, la recherche de conformité, la conformité à quelque chose. Alors évidemment, quand je dis conformité, c'est conformité de la décision, mais c'est aussi, du coup, conformité des parties. Hein, c'est parce que les décisions, elles concernent les parties. C'est pas simplement les décisions. Hein, c'est comment on entretient ce rapport à la conformité pour les parties, ou comment, au contraire, on va mettre en œuvre des processus, on va développer une relation aux parties qui va être, au contraire, centrée sur l'implication des personnes et la possibilité pour elles de contribuer le plus possible, voire totalement, à la décision qui va se mettre en œuvre. Alors, peut-être pour commencer, parce que c'est peut-être le domaine dans lequel on aurait à s'articuler de façon peut-être incontournable, je ne sais pas, mais ça vous allez nous répondre, justement cette recherche de conformité et néanmoins quelque chose autour de la recherche de la libre décision. Pour commencer, je voudrais demander à monsieur Astruc, qui intervenait donc, vous êtes médiateur à GDF, hein, donc vous allez pouvoir nous préciser d'ailleurs comment vous intervenez et comment vous-même, en tant que médiateur, vous répondez à ce paradoxe, comment vous articulez dans vos interventions ces deux notions. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Je regrette de ne pas avoir été là ce matin pour entendre les débats que vous avez évoqués. Déjà, je commencerai par remercier la CPMN de me permettre d'être là cet après-midi. Nous sommes de vieilles connaissances. Merci, président, vice-président. Et il y a une plaie, il y a un couteau, évidemment. Donc, moi, je représente l'exemple d'un type de médiation. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime bien aller à la rencontre de médiations très très différentes de celles que je peux pratiquer. Alors tout de suite une précision par rapport à cette présentation, je ne suis plus médiateur de GDF Suez depuis 15 jours, puisque la roue tourne et j'ai quitté GDF Suez et maintenant je poursuis dans le domaine de la médiation sous des formes variées et peut-être aura-t-on le plaisir de travailler ensemble de façon plus approfondie. Donc la médiation d'un groupe comme GDF Suez, dans sa définition, hein, puisque vous l'avez centré à juste raison dans le volume d'affaires traitées, vous l'avez centré dans la relation avec les usagers, en fait, le chapeau global, hein, le chapeau politique, est très proche de ce que beaucoup de médiateurs citent parfois, c'est en fait le rapport à la RSE. Et donc l'ancrage politique de la médiation dans un groupe comme GDF Suez, c'est la RSE. Ça veut dire que l'entreprise dit, bon ok, il y a des services, clients, commerciaux, techniques, qui ont des bons résultats, mais parfois le consommateur, le partenaire n'est pas satisfait et on lui donne la possibilité de s'adresser à un médiateur qui a été mis en place par l'entreprise. Éventuellement, on pourra revenir sur la question classique de l'indépendance du médiateur quand il est issu de l'entreprise. Donc ça veut dire que potentiellement, j'ai fait ce travail pendant 8 ans, on est amené à traiter tous ceux qui peuvent avoir un conflit avec l'entreprise. Donc ça peut effectivement être des personnes comme vous et moi qui se plaignent de leurs factures, ça c'est le plus classique, mais ça peut être aussi de la médiation B2B, avec des clients entreprises évidemment, des clients collectivités territoriales, ça peut être aussi des prestataires. Donc pour vous donner un exemple concret, par le travail de la médiation, la clause de médiation figure obligatoirement aujourd'hui dans les contrats d'achat du groupe GDF Suez. Et puis ça peut être aussi des personnes qui ne sont même pas clientes, ça peut être des riverains.
un riverain qui se plaint d'un chantier, qui se plaint du bruit, de l'odeur d'une installation industrielle. Et donc, on peut être amené à faire des médiations, y compris sur ces conflits-là. Alors, donc, si j'essayais de répondre à votre question, qui n'est pas très facile, hein, parce que, pour ne rien vous cacher, conformité, puisqu'on est entre nous, c'est un mot que je n'ai jamais employé dans le domaine de la médiation. Donc, si j'avais à utiliser le mot conformité par rapport à mon introduction, j'espère ne pas être trop long, c'est conformité par rapport à la volonté politique du groupe. C'est-à-dire cette volonté de ne pas laisser n'importe quel acteur, client, pas client, en litige, de lui proposer la possibilité donc de passer par un système de médiation que l'entreprise lui propose. La libre décision, je pense partager avec chacun de vous le fait qu'un des miracles de la médiation, c'est que c'est libre en entrée et c'est libre en sortie. Je résume beaucoup. Et ça, moi qui recevais 5-6 000 courriers et mails par an et qui traitais donc un nombre de cas relativement important, je pense, comme beaucoup d'entre vous, pouvoir témoigner que c'est quelque chose qui donne une puissance absolument extraordinaire au processus de médiation. Donc, je fais partie, évidemment, de ceux qui sont des ardents défenseurs d'un rôle beaucoup plus important de la médiation dans la résolution des litiges. Et je fais partie aussi de ceux qui sont très optimistes parce qu'un nombre de signaux très importants au niveau européen, voire au niveau mondial, et également au niveau français, montrent qu'on est en plein essor de la médiation. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que pour ce qui vous concerne, c'est vrai que vous avez évoqué le fait que en fait, vous aviez des domaines dans lesquels vous interveniez en matière de médiation qui étaient assez... des relations, en fait, hein, des types de relations qui ne sont pas forcément les mêmes, qui n'ont pas forcément les mêmes implications, et que pour vous, la notion de conformité renvoyait plus à la conformité à vos objectifs. C'est-à-dire, et quand vous dites vos objectifs, je suppose que vous impliquez peut-être, enfin, vous incluez la question de la satisfaction, finalement, de l'usager, ou du riverain, par exemple. Alors, c'est peut-être un petit peu différent, peut-être, avec les fournisseurs. Peut-être que dans le domaine dans la relation avec les fournisseurs, il peut y avoir des aspects qui sont un petit peu différents de ceux que vous allez peut-être traiter dans la relation, que ce soit avec les usagers, avec les riverains. Hein. Mais ce serait intéressant, par exemple, peut-être que vous nous donniez un exemple dans le cadre d'une médiation avec un riverain, de comment ça se passe et comment ça peut s'articuler, cette thématique qu'on aborde ici. Donc là, on est à la limite entre la transparence, ce dont je vous parle, et la confidentialité par rapport à des dossiers qui sont parfois un peu délicats. Les problèmes de riverains, c'est quand un chantier a endommagé un mur, un véhicule, voire plus grave que ça, un riverain qui se plaignait d'avoir des lézards dans sa maison parce qu'il y avait eu un gros chantier dans la rue. Ça m'est difficile de rentrer en détail sans citer des choses un tout petit peu délicates, par exemple le monde des assurances. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé de faire appel à des experts, en fait. Oui, mais justement, moi en tant que médiateur, je me suis permis de ne pas écouter que les assureurs, oui. Et je me suis permis de faire d'autres expertises et de conclure en faveur du plaignant contre, par exemple, l'avis de l'expert de la société GDF-Suez. Bon, donc c'est un petit peu difficile de rentrer en détail parce que là, c'est des cas vraiment très très concrets. Encore une fois, la technique de médiation va être adaptée au type de personnes qui sont en conflit. Vous voyez, quand c'est une personne âgée qui ne comprend pas sa facture, on va peut-être passer des heures et des heures par rapport au premier objectif de la médiation qui est de renouer le lien entre les parties. On va peut-être passer beaucoup de temps à réexpliquer. Et je pense que mon collègue du secteur de l'eau va peut-être dire des choses comparables. Et il y a une dimension sociétale de la médiation pour des entreprises comme la nôtre qui est très très importante. 10 à 20% des cas que j'ai traités sont ce qu'on appelle malheureusement dans le jargon d'aujourd'hui des consommateurs vulnérables. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important par rapport à la question de savoir à quel moment la médiation va s'arrêter par rapport à des questions qui peut-être vont dépasser la médiation et vont être des questions de société. C'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Une question importante qui a été posée juste avant, c'est la question de la satisfaction. Alors là, on pourrait prendre l'après-midi. Je pense que ça sera un débat extrêmement important en 2015-2016, parce qu'au-delà des textes qui définissent, qui vont faire en sorte que beaucoup de médiation, de systèmes de médiation vont se mettre en place, j'espère qu'un jour on va approfondir cette question. Mais qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est satisfait de la médiation ?
Pour ce qui me concerne, je fais une enquête de satisfaction tous les ans sur un échantillon de toutes les personnes qui m'écrivent, que je le traite ou non en médiation. Et donc, à partir de là, on va examiner le taux de satisfaction. Donc, quand vous parlez du taux de satisfaction, c'est le taux de satisfaction quant au résultat ou quant au processus? Très bonne question. Donc, je vous remercie. Mon questionnaire fait 32 questions et on essaie d'affiner ces genres de questions. De façon générale, le consommateur, d'ailleurs aussi des clients industriels, sont satisfaits du processus à 80-85%. Par rapport à la solution, ceux qui ont bien compris qu'on est dans un processus de médiation et non pas de « il a tort, il a raison », sont parfois un peu moins satisfaits parce qu'eux aussi ont bougé les lignes, comme chacune des parties. Un autre indicateur que j'utilise beaucoup, c'est ce que nous appelons dans notre jargon le taux de réussite. Donc ça, d'un point de vue pragmatique, c'est extrêmement important. Pour nous, le taux de réussite, ce sont les cas où la solution élaborée par les parties va non seulement être acceptée, mais mise en œuvre. Et peut-être que ça vous fait sourire, mais dans le domaine de l'énergie, c'est parfois un petit peu compliqué. Il y a des questions de compteurs, il y a des questions de factures. Et là, il faudrait rentrer plus dans le détail. J'étais avant-hier à Lisbonne chez un collègue d'énergie du Portugal, où, par exemple, dans sa façon de travailler, quand il considère que l'entreprise n'a pas bien expliqué la facture au client, sa recommandation, ça va être l'entreprise doit réexpliquer. Pourquoi pas, c'est sa liberté, je la respecte. Sauf que moi, pour vous, c'est pas suffisant, visiblement. Ben moi, je considère que ce n'est pas suffisant. Et tant que les deux parties ne sont pas d'accord sur la compréhension commune, je considère que je ne suis pas allé au bout de mon travail. Et ce taux de réussite, pour ce qui me concerne, en 2013, il était de 92%. Je peux vous poser une question concernant le point, quand il s'agit de conformité, justement. Comment vous pouvez concevoir que la médiation doit être libre à l'entrée, libre à la sortie, certes, mais libre à l'entrée? Est-ce que dès lors qu'une personne, un individu, un usager en fait, demanderait une médiation à un organisme tel que EDF, peu importe la structure, est-ce que de facto, cette médiation ne devrait pas s'imposer à l'organisme? Merci pour la bonne question. Donc je laisse le temps de répondre. Donc je ne le dirai pas, mais c'est des questions qu'on développe longuement dans beaucoup de groupes de médiateurs. Moi, ma philosophie, si vous voulez, c'est qu'il est très important que le demandeur de médiation comprenne ce qui va se passer dans le processus de médiation. Et il m'est arrivé quelquefois, pas très souvent, dans 2%, 3% des cas, de me rendre compte en cours de processus que peut-être le plaignant n'avait pas vraiment bien compris qu'il fallait que chacune des parties s'écoute, se respecte, participe à la production de la solution. Et vous voyez, dans notre métier qui est celui de l'énergie, je ne sais pas, je vous donne un exemple, un client qui dit « mais c'est pas possible que ma facture soit si élevée, le compteur tourne trop vite ». Le compteur tourne trop vite. Alors je pense que dans l'eau, c'est à peu près pareil que dans le gaz et l'électricité. Statistiquement, un compteur peut ralentir dans certaines conditions, mais accélérer, c'est en gros 1 pour 1 million. Donc vous voyez bien qu'il y a autre chose derrière. Et donc quand on commence une médiation, moi j'ai un principe fondamental, on a systématiquement un contact oral approfondi avec le plaignant pour bien voir si les conditions de la médiation sont réunies. Excusez-moi si je caricature. J'aimerais bien savoir, quand vous dites les conditions de la médiation sont réunies, j'ai l'impression que je suis en pleine formation là, vous pourriez me préciser quelles sont les conditions? Parce que lorsque vous me dites... c'est très simple, je vous réponds en un mot. Il faut que celui qui rentre... Il faut qu'il rentre, pour faire simple, parce que ça demande parfois des échanges qui peuvent durer 10 minutes, un quart d'heure, mais il faut que le plaignant, comme l'entreprise évidemment, accepte, je résume et je caricature, de bouger les lignes. Vous voyez, par exemple... L'une des conditions que vous fixez à votre médiation, ça serait que les personnes seraient prêtes à faire des concessions. On peut le résumer comme ça. Alors, si c'est un résumé abusif, dites-le moi tout de suite, parce que c'est là-dessus que je vais m'appuyer, moi. Je vous laisse vous appuyer là-dessus. Moi, ça m'est arrivé, vous voyez, plusieurs fois, d'avoir un consommateur qui dit cette facture m'a posé beaucoup de problèmes, j'ai eu des soucis, je veux 15 000 € de dédommagement. Bon, donc on se parle, on essaie de comprendre. Il peut arriver, par exemple avec des clients industriels,
Je suis désolé de citer des cas un peu concrets. Quand il y a des enjeux de plusieurs centaines de milliers d'euros, il peut arriver qu'on arrive à ce type de conclusion. Mais dans la plupart des cas, si ça n'est pas explicité, je considère qu'en tant que médiateur, le processus de médiation, pour qu'il soit productif entre les parties, doit pouvoir clarifier ce genre de questions pratiquement dès le départ. Encore un autre exemple. Mais pour l'instant, dans les exemples que vous me donnez, je vous interromps sur votre lancée, dans les exemples que vous donnez, rien ne s'oppose à ce que dès lors qu'il y a une demande de médiation, quand bien même dans l'esprit de l'usager, la chose ne serait pas très claire, dès lors qu'il demande une médiation, la chose s'impose à l'institution. C'est pas comme ça qu'on l'a écrit en général. Qu'il y a des débats au sein des organisations de médiateurs, c'est sûr, puisque nous, si vous entendez bien là où je vous entraîne, c'est que les choses n'ont pas été suffisamment claires. On se connaît parce que vous êtes déjà venus, mais les choses ne sont pas manifestement très claires. C'est le fait que nous sommes pour que la médiation s'impose. Nous sommes favorables à l'exercice d'un droit à la médiation. C'est-à-dire que dès lors que l'une des parties demande à pouvoir dialoguer, ce dialogue soit une voie naturelle de rétablissement d'un moment de communication sous la responsabilité du médiateur, et pas sous son incompétence, c'est sous sa compétence. Si on approfondissait la façon dont on a les premiers contacts, donc ce qu'on appelle cette phase de recevabilité, je suis persuadé qu'on serait très proche l'un de l'autre. Ce qu'on souhaite simplement, parce que la question se pose assez régulièrement, et pour aller dans votre sens, il y a des cas relativement nombreux où on va prendre la demande parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut être fait, qui participe de l'écoute, de l'explication, surtout quand ce sont des personnes en difficulté. Bon. Donc ça va vraiment dans le sens de ce que vous dites. Et sur le fond, ce droit à la médiation, je le partage complètement avec vous. Je dis simplement qu'à un moment donné, des fois c'est au début, des fois c'est en cours de médiation, à partir du moment où on est dans une logique qui pour moi n'est plus de la médiation, du style il a tort, il a raison, il a droit, il n'a pas droit, on peut sortir d'un processus de médiation, et c'est là que nos collègues juristes et la voie judiciaire a toute sa place dans un certain nombre de cas. Je peux témoigner de plusieurs cas où la solution finalement choisie par le client, c'est une voie judiciaire après avoir exploré la voie de la médiation. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y aurait des personnes qui n'aspireraient donc qu'à une chose, c'est aller se soumettre à l'autorité d'un tiers ? Pas forcément dès le départ. C'est là qu'on a sûrement raison tous les deux, parce que c'est rarement explicite. Vous voyez, quand quelqu'un... Je ne suis pas très consensuel de ce point de vue-là, quand vous dites on a raison tous les deux. Moi, je pense que oui. On joue aux échecs, il n'y a qu'un gagnant ou il y a match nul. Alors là, en médiation... pour l'instant, c'est pas rien, parce que c'est la manière dont on va introduire la médiation, dont on va amener la médiation. Ce que vous êtes en train de dire, vous, c'est qu'il y a des personnes qui sont en demande, et le rôle du médiateur est quelque chose d'essentiel dans ce que vous dites. Le rôle du médiateur, c'est quelqu'un qui va faciliter un dialogue, prendre en considération des enjeux et des intérêts, et se dire, alors, ces personnes sont prêtes à faire des concessions ou pas, ça va être son jugement. Là, on tombe sous le jugement d'un tiers, quand même. C'est-à-dire que vous allez juger si l'individu, la personne, est prête à faire des concessions ou pas. Avant même de pouvoir lui faire lâcher prise sur ses états émotionnels. Parce que qu'est-ce qu'un conflit ? On se repose à partir de là, qu'est-ce qu'un conflit, qu'est-ce qu'un litige ? Et vous voyez, ce que vous racontez, j'ai vécu une situation où j'avais un compteur chez moi qui datait de 1957, ancestral. Pas forcément. Non, je comprends, parce que c'est mon année de naissance, je comprends ce que vous disiez. Je vous remercie. Mais n'empêche que le compteur était quand même ancestral. Et qu'il était temps qu'il soit changé. Et là-dessus, je prends contact avec le fournisseur, en l'occurrence d'électricité, qui me dit, d'abord, il ne me croit pas. Première réaction, je suis de mauvaise foi. C'est vrai que ça n'aide pas forcément Enfin, j'ai en face de moi, c'est une personne que j'ai en face de moi. Je comprends très bien qu'on puisse ne pas me croire. Donc, on se retrouve tout de suite dans une dispute. Et alors, il y a quand même quelqu'un qui vient et puis qui change le compteur
mais je continue à recevoir l'addition. Je suis de mauvaise foi parce que je pourrais avoir consommé plus de l'équivalent d'une usine, hein, d'un grand restaurant qui aurait tourné à plein tube. Alors que finalement, il n'y a que très peu de plaques qui fonctionnent et des ampoules. Donc c'est quand même aussi cette position a priori émotionnelle qui est plus ou moins chargée, qui va cristalliser le conflit et qui va faire qu'on va pouvoir discuter ou pas. Est-ce que le médiateur chez vous est quelqu'un qui va interférer sur la dimension émotionnelle ou est-ce qu'il va rester seulement sur la partie négociable, les enjeux et les intérêts ? Non, là, le cas que vous citez, c'est un cas relativement fréquent et il est bien entendu que l'analyse et l'intégration dès le départ de la partie émotionnelle va être fondamentale. Hein, c'est un des points qu'on reconnaît le plus. Vous voyez, quand on regarde les lettres de remerciement que nous avons, elles sont beaucoup sur ce point-là. Parce que là, ce que vous avez cité, c'est l'exemple très minoritaire de défaillance des services de l'entreprise. Quand ce type de situation arrive dans un service de médiation, l'approche est complètement différente. Moi, quand je vous disais, pour essayer d'être précis, qu'il y avait des cas où on pouvait vraiment se poser la question de savoir si la médiation était le bon outil, c'est parce que je pense qu'en termes de communication, nous ici, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la médiation est un merveilleux outil. Je pense qu'il faut, dans la communication, en tout cas c'est ce que je dis aux étudiants devant lesquels je présente les différentes solutions de méthodes alternatives et des solutions judiciaires, je pense qu'il faut être conscient que par rapport au sujet qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que la médiation. Bien sûr, on va... Je vais retenir cette expression du droit à la médiation et je vais le renforcer dans mon discours à partir de maintenant. Mais vous pouvez venir faire suivre une formation, vous serez bienvenu. Voilà. Mais je suis convaincu qu'il faut essayer d'être complet pour être encore mieux compris. Merci. Merci. Alors, peut-être pour compléter, dans un domaine qui est proche, Gabriel ? Donc tu es médiateur de... Alexandre. Alors j'ai des... Je suis médiateur conventionnel, je pense, comme mes deux collègues à côté de moi. Médiateur conventionnel, ça veut dire qu'en fait on est payé par... on est salarié, et en général salarié par l'entreprise qui est souvent un des protagonistes du conflit ou du litige. Donc je pense qu'on est tous les trois médiateurs conventionnels. Et en plus ici on a deux médiateurs consuméristes. Et sauf erreur de ma part, parce que c'était pas prévu que je monte sur cette estrade, mais je pense que le médiateur EDF, il me semble qu'il est adhérent à la CMC, qu'il est référencé par elle. Vous me dites si je dis quelque chose de faux. Voilà, tout à fait. Donc ça n'a pas été simple pour moi d'ailleurs, quand j'ai présenté mon projet il y a quelques années, ça n'a pas été simple d'intégrer ces deux associations, ces deux chambres différentes. Tu peux préciser pour le public ce que sont ces associations pour que ce soit clair. Alors donc je suis bien entendu adhérent à la CPMN, donc qui fait de la médiation, et je suis aussi référencé par la commission de la médiation de la consommation qui a été instituée par une loi et qui est inscrite dans le code de la consommation. Parce donc, que tu es médiateur à RES 17. Hein, RES 17, c'est un distributeur d'eau. Alors voilà, je suis médiateur du service de l'eau. Il faut savoir qu'on est deux en France. Il y a le médiateur de l'eau, qui est aussi référencé à la CMC, qui est le médiateur de toutes les entreprises privées, qui est un peu le pendant du médiateur d'EDF. Et moi, je suis le médiateur du service de l'eau. D'ailleurs, on a une convention entre deux pour pouvoir travailler, où je m'occupe que des abonnés, grosso modo, de la RES de la Charente-Maritime. Voilà. Alors, je disais que ça n'a pas été facile de concilier les deux, parce qu'il y a des trucs qui étaient difficilement conciliables, et donc j'ai été obligé de présenter dans mon rapport, de faire des concessions, et notamment j'étais obligé de définir ce qu'était le litige et la médiation, et le conflit. Et on est très vite arrivé à l'idée, enfin moi je suis très vite arrivé à l'idée qu'on pouvait concilier des litiges assez facilement, et dans les conflits c'était impossible. On ne peut pas proposer des solutions raisonnables, parce que grosso modo à la CMC, le médiateur entre guillemets est aussi pour ma part je donne du conseil, hein, donc j'aide les gens à réfléchir. On fait appel à ma qualité, moi j'appelle ça de sapiteur, je sais que c'est un terme qui est complètement désuet,
mais je le préfère au terme d'expert. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, je connais bien les tenants, les aboutissants, les compteurs qui fuient, les vieux compteurs qu'on ne veut pas changer, Oui, etc. donc ce que tu veux dire, c'est que dans tes interventions, tu es amené finalement parfois à avoir une sorte de double casquette. Alors, tu es à cheval entre, enfin en tout cas pour certaines interventions, entre la conciliation et dans d'autres, et la distinction que tu fais, c'est le litige et le conflit, ce qui t'amène à identifier vraiment les situations dans lesquelles tu considères que là on est vraiment dans le domaine de la médiation. Alors je dois respecter, comme mon collègue, la charte de la CMC, c'est-à-dire qu'on a une procédure, alors c'est pas un processus, hein, c'est une procédure. Avant d'être saisi, il faut qu'il y ait une réclamation préalable, etc. Oui, il y a des conditions qui sont requises pour la mise en place de ce... C'est pas un processus, comme tu le dis, le terme exact, c'est une procédure, voilà, puisque ça c'est pas une procédure juridique au sens classique, mais ça rentre quand même dans un mode de saisine, et il y a des règles de saisine du médiateur. C'est ce qui va différencier, en fait, les médiateurs institutionnels dont tu parles, des médiateurs qui exercent sur le champ beaucoup plus libre, et où il ne va pas y avoir de conditions de saisine et de modalités de saisine. C'est-à-dire que nous, on ne va pas mettre ça en place, quoi qu'il y en a certains qui le font, hein, qui disent qu'il faut qu'il y ait des conditions de saisine, tandis que nous, on donne la possibilité justement d'une saisine complètement libre de ce point de vue-là. Quoique, après, on puisse se dire que la médiation devrait pouvoir s'imposer. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc toi, il y a des modalités de saisine, il y a un temps qui doit être passé, sur lequel le médiateur a des obligations aussi de traitement dans un certain délai. Alors, il y a des délais, on doit rendre un rapport, etc. On est tenu à faire des chiffres. On fait des recommandations à l'entreprise. Je pense qu'on est exactement pareil. Je crois que d'ailleurs, dans la police aussi, le médiateur fait des recommandations. Bon. Alors, par contre, je disais tout à l'heure que la difficulté que j'avais eue, c'est de concilier au niveau de l'éthique les deux, quoi. C'est-à-dire faire de la conciliation dans l'esprit de la médiation. Alors, comment j'ai séparé ça? En fait, je me suis très vite aperçu que ça ne servait à rien de raisonner quand les gens étaient en colère et quand les gens étaient en conflit, parce qu'ils n'écoutent pas ce que vous leur dites. Et en plus, ils pensent, et là, je vous fais part de mon acquis d'expérience, les deux parties pensent que vous travaillez pour l'autre partie et que vous êtes en train d'essayer de les embrouiller pour les amener à la solution que l'autre désire. Donc, dans le simple litige, quand il n'y a pas d'affect, et dans le consumérisme, le problème, c'est, enfin moi, le litige moyen, c'est 700 € l'année passée. Donc faire deux entretiens séparés, une réunion de concertation, de négociation contributive, pardon, ça reviendrait trop cher à l'entreprise. Oui, c'est-à-dire que peut-être ce qu'on pourrait préciser, c'est qu'en fait, on est là dans le domaine plutôt de la gestion ou de la résolution des problèmes liés à la consommation, et qu'on est aussi confronté finalement, enfin que les entreprises qui mettent en place ce type de procédures sont confrontées à des logiques aussi de standardisation. C'est-à-dire qu'il faut rechercher un traitement le plus rapide possible, le plus efficace possible, et on est dans une logique d'aiguillage finalement des demandes qui parviennent, même si elles peuvent s'exprimer en apparence avec quelque chose qui pourrait s'appeler de la conflictualité d'une façon générale, mais en fait derrière ce qu'il y a, c'est des choses qui sont traitées un petit peu différemment et ne remontent vers la médiation qu'un certain nombre de cas plus limités. Tout à fait. Donc sur le... Est-ce que je peux revenir sur un point là? Est-ce que tu pourrais nous dire ce que devient cette commission nationale? Parce qu'en fait, voilà une commission nationale. Oui, c'est vrai, c'est pas gentil ce que je fais là. Mais on est là pour être informé aussi, pour partager de l'information. Donc cette commission nationale, elle est mal en point là. Il y a une directive européenne. Au départ, une directive européenne qui va donner l'impulsion de la médiation en France, sur plusieurs points. Alors donc, il y a une déclinaison de plusieurs directives. Il y a une directive qui est complètement généraliste sur le droit civil, et puis il y a une directive qui a incité aussi les gouvernements des pays membres à mettre en place ces dispositifs de médiation, également dans le cadre de la consommation. Donc il y a eu une commission nationale de la médiation, des litiges de la consommation qui a été mise en place, présidée par une personne qui était là tout à l'heure, qui a disparu de l'écran, avec une mise à jour extraordinaire en temps réel de la part de Jérémy, hein, qui est là, qui assure. Et donc, cette commission a disparu, comme notre invité d'ailleurs.
Alors, elle n'a pas tout à fait disparu, c'est qu'elle a été supprimée dans la nouvelle loi et elle n'a pas été remplacée. Et, je vous dis sous ce que moi je sais de la chose, hein, je ne suis pas expert. Et notamment, on devait avoir une réunion avec la présidente pour savoir ce qu'il en était. Elle devait rencontrer la ministre, tout ça, etc. Je ne sais pas si ça a été fait. De ce que j'ai compris, c'est qu'en ce moment, on est dans un vide juridique et elle n'a plus d'existence légale. Parce qu'elle a été regroupée avec 2 autres organismes. Alors peut-être que mon collègue en sait un petit peu plus. Je pense qu'en fait, on est dans une étape de l'histoire. Donc, Monsieur Lascou l'a bien dit. Vous rappeliez la directive 2013. Peut-être que sans aller trop loin, on peut rappeler avant celle de 2008, que moi j'aimais bien parce qu'elle était courte, simple, avec quelques définitions. Et la directive 2008 est dans une logique d'incitation à la médiation. Et donc elle a été transposée en France, donc le texte de l'ordonnance de novembre 2011. Et dans cette lignée-là, il y a eu un ministre donc en 2009, après les assises de la consommation, dans un consensus entre les associations de consommateurs, les professionnels et les pouvoirs publics, qui a dit mais il faut aller plus loin, il faut que les pouvoirs publics s'engagent. Et donc a été créée la commission de la médiation de la consommation. Et contre d'ailleurs beaucoup d'attentes, c'est effectivement une association de consommateurs qui a été nommée, donc Liliane Zarine, présidente de la CMC, avec un système paritaire, donc représentant des professionnels et représentants des associations de consommateurs. Et donc quand on regarde les missions qui ont été confiées à cette commission, l'idée est assez simple, était de créer une charte qui avait valeur d'outil de référencement, et puis après, pour les systèmes de médiation qui le souhaitaient, de présenter un dossier, comme l'a fait mon collègue et comme nous-mêmes nous l'avons fait, pour passer à travers ces critères et voir si à la sortie on était référencé ou non. Donc un certain nombre de systèmes de médiation ont été référencés par cette méthode depuis 2010. Cette commission avait aussi pour mission d'émettre des recommandations pour améliorer la médiation dans le domaine de la consommation. Donc, entre-temps, est sortie, il y a plus d'1 an maintenant, la directive 2013. Et quand on regarde bien la directive 2013 dans ses différents articles, elle pose le principe dans chaque pays de ce qu'on appelle l'autorité compétente. Et quand on lit les articles de la directive qui décrivent l'autorité compétente, c'est ni plus ni moins qu'une CMC relookée. Donc le gouvernement, de façon pleine de bon sens, même si c'est gênant pour beaucoup qui s'intéressent à cette question de la médiation, le gouvernement, quand les mandats des membres de la CMC est arrivé à échéance il y a 1 an, a dit la nouvelle CMC, ça va être la structure créée par transposition de la directive 2013. C'est ce qui est en train de se préparer aujourd'hui. Donc il y a eu l'hiver dernier un rapport que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, qui est le rapport qui a été demandé par la DGCCRF à Emmanuel Constant, donc il est public, et qui donne en tant que groupe de travail quelques recommandations pour transposer cette directive. Donc là, il y a 2 chantiers importants qui sont en cours, en retard de mon point de vue, qui sont l'un, dire quelle va être la structure qui va remplacer la CMC. Ça, on a tous quelques idées, mais pour l'instant, concrètement, il n'y a rien. Et donc ça, c'est clair que je considère que c'est vraiment un trou dans le paysage. Et le deuxième point qui est très important, et je pense que la CPMN a tout un rôle à jouer, c'est en fait de répondre au principe de cette directive qui pose le principe de la généralisation. Donc je ne sais pas si chacun mesure ce que ça veut dire, mais le principe de cette directive, c'est que tout consommateur, quel que soit le pays, quel que soit le sujet en Europe, devra pouvoir accéder à un système de médiation validé par les pouvoirs publics. Donc quand on voit aujourd'hui dans le secteur de la consommation les dispositifs qui ont été validés par les pouvoirs publics, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, et tout le reste, c'est ouvert. Et donc, quand vous intervenez auprès des partenaires, j'ai vu dans vos communications des partenariats que vous signez, je pense que c'est vraiment une des voies qui va devoir se développer, voire s'accélérer dans les prochains mois, parce que je fais partie de ceux qui pensent que la demande de médiation par les citoyens en général, en partie sous cette impulsion, va être extrêmement importante. Merci.
Merci d'ailleurs pour ces encouragements. Peut-être on va pouvoir aborder maintenant un autre domaine qui est celui dans lequel intervient Frédéric Lose et qui a peut-être des réponses un peu différentes à apporter par rapport à la façon d'articuler ces deux termes du débat, puisque étant médiateur de la police nationale, on est quand même dans un environnement culturellement peut-être qui est marqué par un certain nombre de choses, par la hiérarchie, par l'ordre, par le côté administratif, je ne sais pas, peut-être que je caricature, vous allez pouvoir préciser. Racontez-nous comment vous articulez ces deux termes dans votre action de médiateur. Oui, merci. Le dispositif de médiation interne au sein de la police nationale, donc médiateur interne, j'ai été nommé au 1er janvier 2013. Donc c'est quelque chose d'assez récent. C'est quelque chose d'assez récent, ça fait 1 an et demi, mais c'est en même temps un dispositif qui a effectivement sérieusement bouleversé l'institution policière. Je rappelle que l'institution policière, ce qu'on appelle les personnels de police, c'est-à-dire les policiers actifs ou les administratifs, la police technique et scientifique, c'est 143 000 personnes. Donc, quand j'ai effectivement démarré ma mission en qualité de médiateur interne de la police nationale, donc interne, donc au profit des policiers qui peuvent me saisir, j'ai théoriquement, potentiellement, 143 000 personnes qui pouvaient me saisir. Alors, on ne part pas de rien, puisque dans la police nationale, effectivement, il y avait déjà des structures pour régler un certain nombre de litiges, des structures qui étaient institutionnalisées, des commissions administratives paritaires comme dans beaucoup d'administrations ou d'organismes parapublics où les syndicats souvent sont présents face à l'administration et essayent, ce sont des outils de régulation. Mais bien évidemment, on part avec deux problématiques de départ, c'est que les syndicats défendent des intérêts corporatistes et pas l'intérêt général, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas adhérent à tel ou tel syndicat sera clairement pas défendu ou moins bien défendu. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème et le deuxième écueil côté administration, c'est que quand on veut gérer des conflits ou faire de la gestion des ressources humaines et qu'on dirige une entreprise de 143 000 personnes, on a forcément un souci. Même si on est animé par une philosophie humaniste, même si on est soucieux de bien gérer les conflits, d'être attentif aux conflits, aux conséquences des conflits, 143 000 personnes, c'est pas possible. Alors la France est un pays centralisé, la caricature de sa centralisation, avec les avantages et les inconvénients qu'on connaît, ce pays jacobin centralisé, la caricature, l'incarnation de cette centralisation, c'est la police nationale, y compris dans la gestion de ses personnels. Alors évidemment, ça crée des problèmes. Et oui, allez-y. Ça crée des problèmes de toutes sortes, ça génère des conflits, ça génère des contestations. Lorsque le dispositif de médiateur a été mis en place, à l'origine, on avait plusieurs demandes. D'abord, une demande de la part des agents qui était d'avoir des explications, parce que lorsque les agents étaient en conflit ou lorsqu'ils étaient tentés de contester des décisions de l'administration ou de faire gérer un conflit quel qu'il soit par les tribunaux, ils n'avaient pas de réponse de l'administration. Parce que tout simplement, le tortillard hiérarchique administratif est tellement lourd que c'était impossible. D'autre part, on est dans une maison où la chaîne de gestion des ressources humaines est éclatée territorialement, est éclatée entre des directions qui sont assez balkanisées, qui ont une culture maison très forte. La préfecture de police, ce n'est pas la direction centrale des CRS, qui ne fonctionne pas du tout comme la direction générale du renseignement intérieur, qui elle-même ne fonctionne pas du tout comme la direction centrale de la police judiciaire, etc., ce qui complique les choses. Donc, dès le départ, le médiateur interne de la police nationale a été mis en place à l'initiative de l'administration, qui était consciente du nombre important de recours, de l'impact négatif des conflits, mais qui en même temps ne savait pas comment faire. Donc on m'a confié la mission de préfiguration, on a mis en place cette mission de préfiguration. La conformité par rapport à la loi, au règlement,
c'est un concept et une référence forcément qui était omniprésente parce que... Alors justement, parce que là vous nous racontez comment il y avait un certain nombre de constats qui vous ont amené à mettre en place quelque chose qui permettrait d'apporter des réponses que le fonctionnement tel qu'il était ne permettait pas d'avoir. Et là, ce qui m'intéresserait très concrètement, par rapport à l'échange qu'on est en train d'avoir sur cette question de la libre décision, comment une organisation comme la vôtre, que vous décrivez, avec toutes les rigidités, avec des procédures, avec des règlements. Vous venez de rappeler, je dirais, culturellement, le rappel constant et la recherche constante de conformité à un certain nombre de choses. Comment vous, dans votre action de médiateur, vous arrivez, parce que c'est ce que probablement vous cherchez à faire, vous êtes en train de faire une révolution culturelle un peu, toute proportion gardée, mais en tout cas ça doit un petit peu malgré tout étonner. Comment vous faites justement pour introduire cette idée de libre décision dans votre pratique et dans la façon dont les personnes désormais peuvent appréhender la résolution des conflits dans votre institution? Alors d'abord, la mise en place de ce dispositif, qui n'était pas conçu comme étant une usine à gaz ni un gadget, a été fortement concertée. Parce que tout simplement, on ne met pas en place un dispositif de gestion, de règlement, de résolution des conflits sans impliquer fortement les partenaires, sans s'assurer qu'on parle de la même chose, et notamment dans la police nationale. Ça veut dire déjà qu'il y a eu une concertation très importante, très approfondie, avec tous les décideurs administratifs des différentes directions métiers de la police nationale que j'ai évoqué, l'APJ, les CRS, la préfecture de police, etc. Deuxièmement, une concertation très forte avec les gestionnaires RH, finances de la police nationale, une concertation très forte avec les syndicats. Ça, c'est le premier problème, c'est-à-dire que cette légitimité, il ne suffisait pas d'écrire un texte, il fallait absolument, dans cette maison, notamment où les syndicats sont plus forts que ce qu'on peut trouver ailleurs, y compris dans les bastions de syndicats. Donc ça, c'est tout ce que vous avez fait en amont pour asseoir votre légitimité? Alors oui, c'est ce qu'on a fait, qu'on a dû faire. Donc après la conformité, l'administration a souhaité que mon adjoint soit un magistrat des juridictions administratives, ce qui était une excellente idée. On travaille en duo, parce que dans la mesure où, dans un conflit, effectivement, il y a l'élément psychologique, l'élément professionnel et l'élément juridique qui sont là. Dans la police nationale, l'élément juridique est souvent important. Nous, il ne fallait pas qu'on bascule et se transforme en bureau du contentieux, mais en même temps, nous pouvons faire fi du fait que la référence, et je vais revenir à la référence à l'élément juridique, est fondamentale, notamment pour convaincre l'administration, parce que très rapidement, on est dans un monde très codifié et normé, où on a des règles extrêmement précises, puisque, vous l'avez dit, on est dans un monde hiérarchique, on est dans un monde extrêmement structuré qu'est la police. Donc le médiateur ne peut pas être quelqu'un qui connaît mal ces règles ou qui connaît mal les marges de manœuvre de la hiérarchie et les marges de manœuvre de la hiérarchie et les modes de fonctionnement dans les différentes directions. Ouais, donc sur le médiateur à la police nationale, il faut qu'il soit conscient des limites. Bien sûr. Sur la libre décision, il a été décidé dès le départ que les fonctionnaires de police puissent me saisir sans passer par la hiérarchie, ce qui est déjà une petite révolution. Parce que voilà, donc là, vous donnez un exemple de ce que c'est d'essayer de rechercher quelque chose dans le processus qui permette d'instiller de la liberté, en tout cas d'implication, de réflexion et évidemment de décision. Bien sûr. Et on est dans un monde où, où la hiérarchie est très accusée, où la notion de loyauté est extrêmement forte, etc. Donc il a fallu imposer le fait que les agents puissent me saisir directement, sans que la hiérarchie soit au courant. Ça, c'est la première chose. Donc, ça s'est fait assez naturellement. On a eu parfois quelques résistances, c'est-à-dire des directions qui me disent « mais je ne suis pas au courant » ou des mesures de rétorsion contre certains agents, en disant « comment vous avez saisi le médiateur ?» Ça étonne. Ça étonne. Il a fallu que je fasse également une véritable tournée aux quatre coins de France pour faire connaître le dispositif. L'ensemble des policiers se le sont appropriés. Un signe également que les policiers étaient en quête à la fois d'équité dans la gestion de leur carrière, dans la résolution des conflits, dans un cadre hiérarchique très marqué, mais un signe extrêmement positif qui m'a fait dire à un moment donné on a fait une percée, c'est qu'au départ, évidemment,
j'avais 80% des policiers sont des gardiens de la paix, gradés et gardiens. Mais au bout de 2 mois et demi, 3 mois, comme le dispositif commençait à être crédible, c'est-à-dire librement, j'avais des gens qui me saisissaient, j'avais en même temps l'administration qui quand même jouait le jeu, elle résistait, c'est un paradoxe, mais en même temps elle jouait le jeu, elle m'avait institué. Elle jouait y compris le jeu du respect de mon indépendance, mais le signe qui a attesté, qui a pu témoigner que le dispositif commençait vraiment à s'intriquer et à rentrer dans la gestion des ressources humaines, peut-être pas pour une révolution, mais une vraie évolution du mode de gestion des ressources humaines, c'est que j'ai eu des cadres qui ont commencé à me saisir, c'est-à-dire des officiers, capitaines, commandants et des commissaires de police. Alors qu'au départ, pourquoi c'est très important ? Alors peut-être brièvement, parce que je vois la montre d'Alexandre, et l'heure tourne. Non, tout simplement parce que je pense que quand un cadre, notamment dans la police, et c'est le cas dans l'armée, saisit un médiateur, on peut se dire mais c'est un signe de faiblesse. Si lui-même, qui est général ou commissaire de police ou colonel, n'arrive pas à régler son propre problème, comment va-t-il défendre le problème entre guillemets de ses subordonnés ? Bon, notamment quand ils sont en conflit entre eux ou quand il y a un conflit avec lui ou avec quelqu'un. Et en réalité, ce qui est positif, c'est qu'on a dépassé ça. C'est le cas chez les militaires, où il y a beaucoup d'officiers qui saisissent la commission de recours des militaires, qui est une instance de médiation, obligatoire d'ailleurs, ce qui ferait plaisir à Jean-Louis, même si le travail et le process est différent de ce qu'on apprend ici, mais c'est la même philosophie. Et en même temps, ça a été le cas chez moi dans la police nationale, puisque j'ai de plus en plus de cadres qui me saisissent, et j'estime que c'est plutôt positif. Et ça veut dire que le dispositif, quelque part, suscite de la confiance, et en même temps est conçu comme un mode de régulation naturelle des conflits. Merci Frédéric pour cette présentation. On va arriver à la conclusion de ce débat. Vous l'avez compris bien sûr, puisque ce symposium initie la décennie du droit à la médiation. Ce qu'on vient d'aborder, évidemment, c'est en rapport avec ce projet que nous avons et qui est de permettre à chacun de pouvoir recourir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de limites dans un certain nombre de dispositifs qui existent par rapport à la possibilité de recourir de façon certaine à un processus de médiation. Je vais vous demander à chacun, mais alors extrêmement brièvement, une espèce de conclusion sur quelque chose que vous imagineriez, que vous proposeriez pour que ce droit à la médiation avance plus vite. Et vraiment très vite chacun. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'était que la CMC était un petit peu en errance. Mais la bonne nouvelle, c'est que le même texte de loi a fait passer, je pense qu'il va être, on attend l'arrêté d'application, on pense que ce sera 2015, va obliger toutes les sociétés de prestation de services et de biens à avoir un service de médiation conventionnel. Super, merci pour la bonne nouvelle. Allez-y, vous pouvez. Donc je pense que chaque année a ses étapes. Vous voyez, c'est passé un peu inaperçu, mais quand on a beaucoup parlé de la loi Hamon et de l'action de groupe, mais quand on la lit dans le détail, il y a un article 26 qui incite à la médiation. Alors c'est vrai qu'il est tout petit parce que ça fait 4 lignes, mais elles sont fortes ces lignes. Déjà aujourd'hui, et la plupart des professionnels ne sont pas en conformité, déjà aujourd'hui, chaque professionnel à la demande, ça rejoint le débat, chaque professionnel à la demande du consommateur devrait indiquer le système de médiation. Donc il n'y a pas d'obligation de faire, mais il y a une obligation d'informer. Et le coup d'après, donc c'est la transposition. Et la transposition, c'est exactement ce que vient de dire mon collègue. Je ne sais pas si vous imaginez l'immense fossé qu'il y a à combler. Donc remontons-nous tous les manches. Chaque entreprise qui est sur le secteur de la consommation devra dire voilà, c'est ça mon système de médiation. Alors, ça ne veut pas forcément dire que chacun aura un médiateur. Il n'y aura pas un médiateur derrière chaque garagiste, chaque plombier. Bon. Mais il devrait y avoir un système de médiation. Et donc, en particulier, je me permets de le redire, pour des organismes comme la CPMN, je pense qu'il y a une immensité d'avenir pour participer au développement de la médiation. Donc, je vous remercie de nous encourager à proposer nos conventions. Merci. Frédéric ? Moi, je crois également qu'une des mesures qui pourrait favoriser la promotion de la médiation, j'ai pour ma part fait un rapport annuel qui a été remis au ministre, qui a eu beaucoup d'écho.
Et je m'en félicite parce qu'au-delà de la résolution ponctuelle des problèmes, le médiateur sert un petit peu de vigie en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des conflits, pour montrer qu'on contribue à la performance, à la motivation des agents et à mettre plus d'éthique ou de qualité relationnelle au sein d'une institution. Donc c'est vous inciter à penser à faire un rapport annuel. Un rapport annuel, ce n'est pas forcément un pensum de 50 pages, c'est-à-dire d'être force de proposition. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je le vois moi au sein de la police nationale, la médiation, ça s'impose à la fois comme une idée à la fois évidente, mais en même temps tellement complexe dès qu'on rentre dans le process, parce que ça peut faire peur à des décideurs en disant est-ce que c'est pas trop compliqué, est-ce que ça remet pas en cause l'impérium, le pouvoir de la hiérarchie, etc., etc. Mais en même temps, il y a une force évidente. Il y a la dimension éthique, mais il y a le fait que, il faut le redire, le contentieux, c'est lourd, long et coûteux, et il faut à la fois le rabâcher, et il faut arriver à démontrer que la médiation est une alternative. Et là, c'est un enjeu pour chacun des médiateurs, démontrer à un DRH, à un patron, que la médiation apporte une vraie valeur ajoutée, y compris en termes d'efficacité. Et là, il faut communiquer là-dessus. Merci Frédéric. Merci parce que les échanges, ça donne des idées. Et quand tu évoques la nécessité de rédiger des rapports, ça donne aussi des idées par rapport au club des médiateurs internes, qui va être constitué et qui pourra justement largement diffuser les rapports des différents médiateurs internes que progressivement nous contribuons à installer dans des différentes organisations. Je vais laisser d'ailleurs 5-6 rapports papier à Jean-Louis ou à Aïcha. Après, mon rapport se trouve sur le site de la Chambre ou d'autres sites, mais ça peut servir, donner des idées à quelques-uns. Merci à tous les trois.